Vieux de près de 7000 ans et célèbres dans le monde entier, les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan forment un des hauts lieux de la préhistoire européenne. Avec des milliers de pierres dressées, se développant sur des kilomètres, ces architectures atteignent une ampleur sans équivalent. La démesure de ces édifices et leur âge très ancien ont de tout temps suscité l'interrogation des curieux et donné lieu à de nombreuses légendes. Mais que signifient réellement ces milliers de pierres dressées ? La question est un véritable défi pour les scientifiques et d'autant plus difficile à résoudre que les alignements de Carnac ne sont en réalité qu'une partie d'un ouvrage bien plus important. De la Ria d'Etel à la rivière de Crac, les lignes de pierre dessinent un continuum d'environ 20 km. Et le phénomène ne se limite pas à la zone continentale. Les recherches ont récemment révélé d'autres grands alignements sur les presqu'îles de Quiberon et de Locmaria-Ker, dans le golfe du Morbihan et dans la zone d'Arzon, occupant presque en continu un territoire de 38 000 hectares. Pourquoi les néolithiques ont-ils édifié ces architectures précisément dans ces lieux ? L'archéologue Christine Bougeot étudie depuis des années les ouvrages de stèles pour comprendre la logique de leur implantation. Ici, on est sur les alignements de Carnac et on est sur un ensemble qui s'appelle le Ménec-Vras, le Grand Ménec, parce qu'il y en a un autre plus loin qui est le Ménec-Bihan, le Petit Ménec. Ça fait partie des grands ensembles de l'enchaînement, parce qu'il y a tout un enchaînement d'ouvrages de stèles depuis ici. À partir de là, ça continue vers l'est. Vous avez ensuite les alignements de Carmario. Vous avez les alignements de Kerlescan. Le Petit Ménec, le Château du Latz, et puis jusqu'à Crac. Il y avait un continuum qui relie tous les monuments depuis Etel, depuis Ardévenne, qui va ceinturer tout le bassin du Gouyanzeur. Cette architecture continue s'organise en fonction du bassin versant d'un ruisseau, le Gouyanzeur, affluent de la rivière de Crac. Les alignements se positionnent en fonction des caractéristiques du paysage littoral. Il joue avec la topographie. Ils jouent avec le relief. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur une ligne de crête, en fait, qui n'est pas régulière, bien sûr. Cette ligne de crête, il y a des bosses, il y a des creux, etc., etc. Mais ils sont tous perchés sur cet interfluve, sur cette dorsale qui va séparer d'un côté un bassin avec le ruisseau du Gouyanzeur et tous ses affluents. Et puis, du côté sud, c'est une zone d'effondrement où vous avez des pénétrantes, beaucoup de vallées, de rias, de baies qui vont rentrer dans les terres et bien sûr former aussi des promontoires qui vont être utilisés pour construire des monuments mégalithiques. Vraiment, ce qui nous frappe, nous, c'est moins l'aspect spectaculaire ou colossal, quoique c'est déjà un défi, mais c'est aussi cette quantité. Pourquoi ? Et si on cartographie tous ces ensembles, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 30 années de recherche, on s'aperçoit qu'on a à peu près 150 ouvrages de stèles, de plus de 12 000 stèles. Ça va de la plus petite, qui peuvent faire 70 cm, presque 1 mètre de haut, et qui peuvent faire 500 kg, jusqu'aux géants de Locmaria-Ker, par exemple, ou ceux que vous voyez ici, qui vont faire des tonnes. Beaucoup ont disparu, beaucoup sont enfouis, par l'effet de l'érosion naturelle, mais aussi par l'activité humaine, et beaucoup sont immergés. C'est ce qui fait aussi la spécificité du secteur. C'est ce phénomène de remontée du niveau de la mer et des grandes files qu'on va retrouver immergées sous la mer. Il y en a beaucoup. Sur la presqu'île de Quiberon, les menhirs de Kerbouniec sont connus de longue date, avec leurs arcs d'enceinte chapeautant de grandes files de stèles. Mais c'est plus récemment que les archéologues ont révélé que cet ouvrage traversait en réalité la presqu'île de part en part, se prolongeant sur la plage et se poursuivant sous la mer. Ces alignements, dont l'étendue évoque ceux de Carnac, témoignent d'importants changements survenus dans l'environnement au néolithique. Au 5e millénaire, on est effectivement dans un de ces changements climatiques rapides. On va avoir une avancée du niveau marin qui est sensible. Et ça, c'est tout le travail qu'on avait fait avec Serge Cassen, justement, par rapport à ces menhirs sous l'eau. Donc, c'était les menhirs dans la baie de Quiberon, où on voyait des alignements de menhirs qui commençaient sur la plage, qui avaient été donc relevés par Serge. Et il subodorait que ça se continuait sous l'eau, puisque ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Les hommes préhistoriques, quand ils avaient posé leurs menhirs, ils étaient à pied sec. Et donc, c'était évident que le niveau marin était en deçà de cette limite-là. Il y a 6700 ans, exactement, on était avec un niveau marin qui était à 6 mètres en dessous de notre niveau actuel.
Du côté du golfe du Morbihan, sur l'îlot d'Erlanik, à proximité de l'île de Gavrinis, 2 hémicycles de pierre en partie submergés suggèrent que les néolithiques ont perçu cette montée du niveau marin. Profitant d'un fort coefficient de marée, l'archéologue Serge Cassen examine les stèles habituellement sous l'eau. Étrangement, les 2 hémicycles de pierre se superposent comme si l'édifice d'origine avait été remanié. On se rend compte que si on simule la remontée du niveau marin, l'hémicycle submergé est dirigé vers la remontée du niveau marin, en gros vers l'ancien rivage, alors que le premier, quand on le regarde aujourd'hui, lui, il est ouvert vers le rivage actuel. C'est-à-dire la topographie des lieux change. Donc je pense que ce changement d'orientation est lié à la position du rivage de l'époque. Parmi les objets provenant d'Erlanik, au musée de préhistoire de Karnak, se distinguent plusieurs dizaines de petites haches en roche locale. Mais ce sont les dépôts d'objets de prestige qui intriguent les archéologues, car ils sont fréquemment associés aux ouvrages de stèles. Dans la zone de Kerbouniek, des touristes ont découvert par hasard 4 haches en jadéite, la roche la plus précieuse pour les néolithiques. Ces lames avaient été plantées à la verticale dans le sable, en dessous du niveau marin de l'époque. S'agit-il d'une offrande aux forces de l'océan ? Ce geste symbolique rappelle en tout cas plusieurs autres découvertes de haches plantées à la verticale en des points particuliers du paysage, souvent à proximité d'ouvrages de stèles. Ces alignements, ils ne fonctionnent pas tout seuls. Il va y avoir des dépôts d'objets signes pour marquer ces zones de transition, ces zones de passage, pour rentrer dans un espace géographique où, sur toutes les collines, il y a des monuments funéraires. Donc, ils ne fonctionnent pas tout seuls. Ils fonctionnent avec une autre caractéristique, qui sont les tombeaux. Il y en a vraiment une grande diversité et beaucoup. Il y a une première catégorie qui sont des tombes individuelles. Ce sont ce qu'on appelle des cystes, c'est-à-dire des caveaux totalement fermés, qui se distinguent des tombes à couloirs qui seront postérieures et dans lesquelles on peut accéder par l'intermédiaire d'un couloir. Là, il n'y en a pas. Donc on est ici sur le Magno 2, à l'extrémité orientale des alignements de Kermario. Il y avait 2 cystes à l'intérieur de ce tertre funéraire. Les tertres, ce sont des architectures de terre et de bois. Toutes ces pierres-là surmontent ce tertre, ce qui veut dire que le tertre est plus ancien. Cette dalle qui affleure ici à l'horizontale, c'est la table de couverture de l'une de ces tombes, de ces cystes individuels qui se trouvaient recouvertes par ce tertre et qui présente une figuration de hache polie emmanchée. Et lorsque ça a été fouillé, il y avait à la base de cette stèle, de ce menhir, il y avait un dépôt de 5 haches. 5 haches polies qui étaient présentées talons en bas, tranchant vers le haut. Cette stèle présente des gravures à sa base, des signes ondulés qu'on connaît bien comme étant des serpents, qui sont des signes du monde souterrain, du monde de la mort. Ce sont les premières formes de monumentalité funéraire, c'est-à-dire qu'on va signaler la tombe d'individus par des monuments. Ce sont des formes de monumentalité qui vont précéder, qui sont précurseurs du mégalithisme tel qu'il va se développer par la suite. Les archéologues ont répertorié plus de 90 de ces longs tertres funéraires dédiés à des individus de haut rang, escortés de grandes stèles gravées, de haches plantées dans le sol et de longues files de pierre. Ces tombeaux individuels vont atteindre des proportions extrêmes pour quelques personnages exceptionnels, avec la construction des 3 tumulus carnacéens. Ce gigantisme s'explique par la volonté des sociétés qui peuplent ces rivages de marquer durablement les esprits. L'architecture, elle est là pour subjuguer l'imagination, elle est là pour impressionner et pour marquer et le temps et l'espace. C'est l'expression d'une puissance, c'est la compétition entre les individus, c'est ma capacité à mobiliser des personnes pour pouvoir transporter cette pierre, l'ériger, etc. Donc c'est ça qui est en jeu, c'est mettre le pouvoir en signe. Au milieu du 5e millénaire, ce pouvoir s'exprime par la construction permanente d'ouvrages de stèles aux proportions de plus en plus démesurées. Gravées parfois de représentations d'armes, d'animaux ou de bateaux, ces architectures laissent deviner une société particulièrement nombreuse, organisée, techniquement avancée et très hiérarchisée, qui se construit autour de récits gravés dans la pierre. Ces grands alignements ont un pouvoir d'attraction.
au fil du temps, pendant 2 millénaires, et que vont s'installer d'autres monuments qui vont prélever des blocs, des stèles, qui vont être utilisés pour construire des monuments mégalithiques. Après le déclin du royaume carnacéen, les néolithiques réutiliseront les plus belles stèles pour aménager cette fois des tombeaux collectifs pour les nouveaux personnages influents de leur époque. Ce sont les dolmens. Dans la zone UNESCO, les archéologues en comptent plus de 200, particulièrement remarquables et richement ornés, témoins de l'exceptionnelle longévité du mégalithisme né il y a 6700 ans sur les rives du Morbihan.